Bienvenue dans le massacre de Piketon. 4 membres de la famille Wagner sont derrière les barreaux en attendant leur procès. Ils sont soupçonnés d'avoir assassiné 8 membres de la famille Rodden et ils risquent la peine de mort. Il y a 4 accusés, Billy et Angela Wagner, ainsi que leurs fils, George et Jake. Hier, le jury d'accusation a mis en examen 4 individus pour meurtre avec préméditation. 2 autres membres de la famille sont accusés de les avoir aidés à dissimuler leurs crimes. Rita Jo Newcomb et Frederica Carol Wagner sont assignées à résidence en lien avec le massacre des 8 membres de la famille Rodden. Le juge a fixé la caution à $100 000. Enfin, des suspects sont amenés à la barre, après une enquête sans précédent dans l'histoire de l'Ohio. Mais l'enquête a aussi révélé des détails troublants à propos des victimes elles-mêmes. Il paraît qu'ils en étaient déjà venus aux mains avec d'autres gens, et en public en plus. Tout porte à croire qu'ils trempaient dans le trafic de drogue. Les enquêteurs n'ont pas encore déterminé s'il y a un lien entre les plantations de marijuana qu'ils ont découvertes et les meurtres eux-mêmes. Aujourd'hui, 2 ans après l'arrestation des Wagner, les habitants de Piketon n'ont toujours aucune certitude quant à ce qu'il s'est passé le 22 avril 2016, au petit matin. Je pense qu'on ne sait pas tout. Et je suis pas sûr qu'on aura un jour le fin mot de l'affaire, pour tout vous dire. Vous écoutez Le Massacre de Piketon, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Épisode 4, Théorie alternative. Dans le dernier épisode, on s'est intéressé à la dispute entre Anna Rodden et Jake Wagner pour la garde de leur fille de 2 ans et demi, Sophia. D'après les autorités, c'est bien là le mobile qui a poussé les Wagner à commettre ces meurtres. Même s'ils bénéficient de la présomption d'innocence, il y a des preuves solides en faveur de cette théorie-là. Et pourtant, même 2 ans et demi plus tard, il y a des gens à Piketon qui ne sont toujours pas convaincus de leur culpabilité. Vous savez, la police et l'État de l'Ohio, c'est une ville pauvre ici, alors ils vont pas se ruiner à essayer de résoudre l'affaire. Quelqu'un les a tués, c'est sûr, mais c'était pas eux. Pour moi, ça n'a pas de sens de dire qu'ils sont innocents, parce que qui d'autre aurait pu faire ça? Si seulement on pouvait savoir exactement ce qui s'est passé. Je sais qu'on peut tuer pour une garde d'enfants, mais pas toute une famille. C'est exactement ce que l'on va explorer dans cet épisode. Je suis Courtney Armstrong et je suis accompagnée des journalistes Stephanie Leidecker et Jeff Shane. Un truc sur lequel on est tous les 3 d'accord, c'est que les Rodden ne méritaient pas ça. Tout le monde est d'accord pour dire que c'était une famille aimante et soudée, et toute la ville les a pleurés quand ils sont morts. C'est vraiment pour ça qu'on veut leur faire justice, à eux, mais aussi aux habitants de Piketon, et faire la lumière sur ce qui s'est passé pour aider tout le monde à mettre cette histoire derrière eux. Entre les meurtres et l'arrestation des Wagner, il s'est passé 2 ans et demi. Pendant cette période, il y a plein d'autres théories qui ont émergé. Et pour certains habitants, ce sont toujours des pistes crédibles. Quand on a commencé à s'intéresser à cette histoire, on a tout de suite entendu des rumeurs concernant 2 des victimes dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent. Les fils Rodden, Chris Jr. et Frankie. Tous les témoignages s'accordent pour dire que Frankie était quelqu'un de formidable. Il avait 20 ans à l'époque, il s'occupait de sa fille de 2 ans et il préparait son mariage avec sa fiancée, Anna Gilly. Chris Jr. avait quelques années de moins que Frankie. Brittany est l'une de ses plus vieilles amies. La voici qui raconte ses souvenirs d'enfance avec lui, au micro de Stéphanie. Vous vous êtes rencontrés comment avec Chris? Vous aviez quel âge? On était très jeunes. C'était soit à la maternelle, soit en CP. Et vous êtes toujours restés amis depuis? Ouais. On est même sortis ensemble en CP. C'était l'amour de ma vie. Et qu'est-ce qui te plaisait chez lui à l'époque? C'était un peu un bad boy. Il a toujours été comme ça. Il avait toujours l'air de dire « Ouais, c'est vrai, c'est moi le plus cool ». C'est comme ça qu'il était à l'époque. L'un des éléments qui revient tout le temps quand les gens nous parlent des fils Rodden, c'est leur passion pour les derbies de démolition, un genre d'auto-tamponneuse grandeur nature. Frankie et Chris Jr. adoraient ça. Ils passaient tout leur temps libre à retaper des vieilles voitures pour participer à des derbies un peu partout en Ohio. On est allé parler à Jeff Winkler,
un journaliste qui a passé pas mal de temps dans ces derbies pendant qu'il enquêtait sur le meurtre des Rodden. Le derby de démolition, si vous avez déjà vu des images, ça paraît complètement chaotique. Et en vrai, ça l'est. On se rentre dedans, il y a beaucoup de bruit, il y a du béton qui vole dans tous les sens, il y a du feu, de la fumée, de la poussière, c'est drôle et excitant. Les gens qui aiment ça, ils aiment vraiment ça. Les Rodden étaient très impliqués dans cette scène. Ils faisaient partie de cette culture-là. Mais ces derbys, c'est vraiment intense. À force de se rentrer dedans, au bout d'un moment, les esprits commencent à s'échauffer. Jeff nous a parlé d'un derby en particulier, qui a eu lieu en mai 2015, et auquel Chris Jr. et Frankie ont participé. Cette fois-là, ça a dégénéré. J'ai bien étudié les reportages et les comptes rendus de l'enquête, et je pense qu'on peut dire que Frankie et Chris Jr., ils avaient le sang chaud. Ça leur est arrivé plus d'une fois d'en venir aux mains. Ils ont eu une altercation avec un certain Tommy Gorman, qui était un de leurs rivaux dans les derbys. Cette fois, ça avait été particulièrement tendu pendant la course, et je crois qu'il y a eu un genre d'incident qui s'est passé à ce moment-là. Le ton est monté, beaucoup d'animosité entre eux. Ensuite, ça a continué de s'envenimer sur Facebook. Ils s'insultaient par poste interposé. Et ça s'est fini par Chris Jr. et Frankie qui foncent en voiture jusque chez Tommy Gorman pour les tabasser, lui et son père. La bagarre s'est arrêtée seulement quand le grand-père est arrivé avec un fusil à pompe et qu'il a tiré quelques coups en l'air. D'après les rapports de police, les Rodden sont venus avec une dizaine d'autres types et ils ont violemment agressé Tommy Gorman. Son père, Tommy Senior, a même perdu une dent dans la bagarre. Frankie a été arrêté et il a pris moins d'1 an de sursis. Chris Jr. était mineur au moment des faits, donc il n'y a aucune trace des charges retenues contre lui. Notre producteur, Jeff Shane, s'est entretenu avec Jeff Winkler. Et Tommy et sa famille, vous savez s'ils ont été suspectés? Est-ce que le shérif est allé les interroger pour voir s'ils n'étaient pas impliqués? Eh bien, il y a des journalistes qui sont allés leur parler quand ils ont appris pour les bagarres en fouillant sur Facebook. Mais je crois qu'ils n'ont jamais été approchés par la police. Quand les journalistes les ont interrogés, les Gorman ont reconnu qu'il y avait une rivalité entre eux et les Rodden, mais que ce n'était pas si sérieux que ça et que ça ne valait certainement pas la peine d'aller jusqu'au meurtre. De fait, la famille Gorman n'a jamais fait partie des suspects principaux. Mais ils n'étaient pas les seuls à avoir des raisons d'en vouloir aux Rodden. Plus on avançait dans notre enquête, et plus la liste de gens qui auraient pu vouloir se venger d'eux s'allongeait. Par exemple, il y a l'histoire de Rusty Mongold, un jeune du coin avec qui Chris Jr. s'était disputé, 2 semaines seulement avant les meurtres. Mongold avait dit sur Facebook que Chris Jr. lui était rentré dedans en voiture. Et dans son post, il mâche pas ses mots. C'est un gamin de 19 ans à l'époque, il dit « Je vais lui fracasser ses putains de jambes et lui faire bouffer le trottoir. » Le genre de truc que dirait un ado de 19 ans, quoi. Cette histoire avec Rusty Mongold, ça s'est passé juste 2 semaines avant les meurtres, donc... Oui, bien sûr, les flics étaient obligés de vérifier, ça me paraît évident. Donc, ils l'ont arrêté, il a été mis en garde à vue et ils lui ont même fait un test ADN. Mais ils ont dû vite admettre qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. C'est le genre de choses qu'il postait sur les réseaux. Ça attire forcément l'attention de la police, surtout dans ce contexte. Même si les autorités n'ont pas réussi à établir de lien entre Rusty Mongold, Chris Jr. et les 8 meurtres, les habitants de Piketon restaient très suspicieux. Personne ne savait qui pouvait bien avoir commis ce massacre, et les gens commençaient à suspecter leurs voisins. Jeff Winkler nous raconte un autre incident qui s'est aussi passé peu de temps avant les meurtres. D'après le compte-rendu du tribunal, le 24 février, donc c'était 2 mois avant les meurtres, fin février donc, Chris Jr. a eu un accrochage après un accident de la route, avec une femme de 33 ans, du nom de Rebecca Allen. Apparemment, d'après le rapport, Rebecca l'a giflé. Elle a aussi proféré des menaces contre lui et sa mère Dana. Il y a des preuves de ça, elle a été enregistrée sur un portable. Voilà ce qu'on sait de cette histoire. Dana Rodden, la mère de Chris Jr., s'en est mêlée aussi, et Rebecca a écopé de 2 ans avec sursis, de 40 heures de travaux d'intérêt général et d'une interdiction d'approcher ou de contacter Chris Jr. et Dana Rodden. Le verdict a été rendu le 20 avril 2016,
soit la veille des meurtres. Oui, il y a eu des bagarres. Il y a eu des menaces et même des insultes sur les réseaux. Mais ça vous paraît vraiment être un mobile suffisant pour tuer 8 personnes ? Bien sûr que non, mais c'est intéressant comme coïncidence. Et pour comprendre ce qui s'est passé, il faut qu'on sache un peu ce qui est arrivé à cette famille avant les meurtres. Parce que on ne sait jamais ce qui va être important plus tard dans l'enquête. Mais pour revenir sur l'incident avec Rebecca Allen, Leonard Manley, le père de Dana Roden, à l'époque, il essayait juste de faire son deuil. Mais dans une interview, il a dit que la police ferait bien de s'intéresser à Rebecca Allen en lien avec le massacre. La famille de Dana Roden, les Manley, connaissaient très bien les Roden. Ils se voyaient tous les jours et ils ont donc joué un rôle important dans l'enquête, surtout au début. Par exemple, c'est Bobby Jo Manley qui a découvert les corps en premier, et c'est elle qui a contacté les autorités. La parole à Jody Barr, journaliste d'investigation. Dans les jours suivants, on a pu entendre les enregistrements des premiers appels qu'elle a passés. Ça nous permet de nous faire une idée un peu plus claire de ce qui s'est passé ce matin-là. Elle est rentrée dans la première maison et elle a trouvé les 2 premiers morts, Gary et Chris Senior. Ok, je vais vous demander de sortir de la maison. Vous êtes venu en voiture ? Oui. Ok. Quel est votre nom ? Bobby. Ok, Bobby. Et votre beau-frère ? Madame ? Oui. Vous avez son nom ? Chris Roden et Gary Roden. Chris et Gary Roden, ils sont morts tous les 2. Vous venez d'entendre Bobby Jo Manley. On sait aussi que c'est James Manley qui est allé chez Dana et qui a retrouvé les cadavres de sa sœur, de sa nièce et de son neveu. Petit à petit, on commence à réunir les pièces du puzzle. Et puis on finit par se dire, mais attends, qu'est-ce qu'ils faisaient là en fait ? La police aussi se pose cette question. On a appris par Lynn Manley, le père de Dana Roden et de James Manley, que Bobby Jo et James avaient tous les 2 été amenés dans les locaux du shérif de Piketon pour être interrogés. Donc au début, quand on voit ça, on se dit, bon, bien sûr, ils sont tous les 2 suspects. C'est les 2 personnes qui ont trouvé les corps en premier ce matin-là et qui ont appelé les secours. Et ensuite, on nous a rapporté que les flics voulaient savoir qui les avait payés pour massacrer leur propre famille. Dans les semaines qui suivent, Bobby Jo Manley est interrogé plusieurs fois. Tous les 2, c'était pas juste des suspects potentiels. La police les a bien cuisinés comme il faut. Ils ont été interrogés, ils sont passés au détecteur de mensonges. Je peux vous dire, j'ai discuté avec Bobby Jo Manley devant chez son père. Et elle m'a raconté qu'elle était passée au détecteur de mensonges 3 fois. Les 3 fois avec succès. Quand les soupçons qui pèsent sur Bobby Jo Manley commencent à se dissiper, la police se met à s'intéresser au cas de James Manley. Rapidement, il découvre quelque chose de surprenant. Devinez avec qui James a parlé la nuit où les meurtres ont été commis. C'était en pleine nuit, à 2h du matin. Donc, pour ce qu'on en sait, ça aurait pu être juste avant les meurtres, à 2h du matin. En fait, ils ont retrouvé les corps au lever du soleil. Mais à 2h du matin, James était en train d'envoyer des messages à Jake Wagner. Le même Jake, qui est en procès pour ces meurtres maintenant. On n'a aucune idée du contexte de ces messages, mais on sait que c'est arrivé. Tout ça, c'est quand même un peu louche. Et ensuite, James Manley est passé au détecteur de mensonges et apparemment il mentait. Revoici Jody Barr qui nous parle de l'échec de James Manley au test du détecteur de mensonges. Je sais pas trop quoi faire de cette information. Qu'est-ce que ça veut dire rater le test ? J'en ai aucune idée parce que je sais pas quelles questions ils lui ont posées. En l'absence de preuves suffisantes pour l'incriminer, James Manley a été relâché. Mais la police continue de le garder à l'œil. Il faut bien garder en tête que personne n'a été arrêté après cet interrogatoire et cette histoire de détecteur de mensonges. Donc, c'est pas comme si la police avait, d'un coup, mis le doigt sur quelque chose qui l'aurait impliqué dans ces meurtres. En plus de ça, dans l'Ohio, les tests polygraphiques sont acceptés comme preuve seulement sous des conditions bien spécifiques. Dans cet État, il faut que toutes les parties, l'accusé, son avocat et le procureur, se mettent d'accord en avance pour que le test puisse être accepté comme preuve par un tribunal. En plus, ça arrive souvent que des membres de la famille soient soupçonnés au début, surtout si c'est eux qui ont découvert les corps. C'est comme ça que la plupart des enquêtes commencent. Mais même en sachant ça, j'imagine même pas à quel point ça a dû être difficile pour les Manley. On a su plus tard que, d'une certaine façon, il faisait partie des suspects dans cette enquête.
En fait, on sait qu'ils ont collé un GPS sous le pick-up de James Manley. Donc, pour une raison ou une autre, ils voulaient suivre ses déplacements. James Manley a fini par trouver le mouchard qui était attaché sur son châssis, il l'a enlevé et la police est venue l'arrêter pour ça. Tout ça s'est passé en mai 2017, soit 390 jours après le meurtre de la sœur de James Manley et de toute sa famille. Pour avoir retiré le traceur GPS fixé sous sa voiture, James Manley est alors accusé de falsification de preuves et de vandalisme. Quand j'ai appris ça, il était très tard dans la journée. Et je me souviens que j'ai foncé jusqu'au comté de Ross, dans l'Ohio. C'est là qu'il y avait la prison où il était retenu en garde à vue jusqu'à son audience le lendemain. Et sur le trajet, j'essayais de me refaire le film dans ma tête. C'est quoi le rôle de James dans tout ça? Pourquoi il suivait le frère d'une des victimes? En tout cas, tout ça ne me disait rien qui vaille. Chaque fois que je retournais dans le comté de Pike, c'était toujours plus de suspicion et de confusion. Vous vous êtes déjà demandé si c'était juste un prétexte pour l'emmener au poste et ensuite essayer de lui faire cracher le morceau? Qu'il finisse par avouer que c'est lui le coupable? Oui, c'était un soupçon que j'avais, oui. Mais je veux dire, comment ça va se terminer? Parce que toute cette histoire est déjà suffisamment atroce comme ça. Mais 6 jours après son arrestation, James Manley est acquitté de toutes les charges retenues contre lui. Les enquêteurs se retrouvent de nouveau dans l'impasse. Une autre théorie dont on parlait beaucoup à l'époque, c'est l'implication potentielle des cartels de drogue. Les Rodden faisaient quand même pousser de la marijuana chez eux, et on ne parle pas de quelques plants à côté de la fenêtre. Il y en avait beaucoup. Une source au sein de la police nous a confirmé que les enquêteurs avaient retrouvé près de 200 plants de cannabis sur les 3 propriétés. La même source nous apprend qu'avec de telles quantités, il est certain que la drogue était cultivée pour être revendue et pas pour un usage personnel. Pour vous donner un ordre d'idée, chaque plant peut produire jusqu'à 450 grammes de marijuana, ce qui à l'époque s'écoulait pour environ $2000. Ce qui veut dire qu'au total, les Rodden avaient chez eux l'équivalent de $400 000 de marijuana. Je pense qu'il faut aussi rappeler qu'à Piketon, le taux de chômage est 115% plus élevé que la moyenne nationale. Et si je dis ça, c'est juste pour rappeler que, d'après tout le monde, les Rodden, c'était des gens bien, qui travaillaient dur. Mais dès qu'on a découvert qu'ils cultivaient du cannabis dans leur jardin, tout ça est passé aux oubliettes. Comme si c'était juste une bande de dealers qui méritaient ce qui leur est arrivé. Il y a un truc qui colle pas. On peut rappeler aussi qu'à l'époque où les meurtres ont eu lieu, le cannabis venait d'être légalisé pour un usage médical dans l'Ohio. Donc, potentiellement, ce que les Rodden faisaient pousser était destiné à des gens à qui on l'aurait prescrit légalement pour soigner le cancer ou Alzheimer. Et quand on était à Piketon avec Jeff, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc dont je me suis toujours rappelé ensuite par rapport à cette histoire de plantation d'herbe. D'un côté, si c'était une petite plantation, il n'y a pas de raison qu'un cartel ait monté une opération aussi ambitieuse. 4 endroits différents, ça faisait très personnel. Chaque scène de crime, on avait l'impression que ça racontait une histoire. C'est pas comme ça que les cartels opèrent, d'après ce que j'ai compris. D'un autre côté, si c'était une plantation assez grande pour qu'un cartel s'y intéresse, il aurait fallu beaucoup d'équipements, des lumières spéciales. Et tout ça, ça aurait consommé assez d'électricité pour que ça se voie sur les relevés. Déjà ça, et en plus, ça aurait fait beaucoup de lumière. Là où ils vivaient, c'était le fond de la campagne. Il fait noir, il n'y a pas de lampadaire. Alors comment une plantation de cette taille aurait pu rester secrète? Exactement. Et en plus, d'après les recherches qu'on a faites, si c'était vraiment un cartel, ils auraient tué les enfants et le chien. Ils laissent jamais de survivants. Je pense que nous pouvons à présent dévoiler cette information au public. Nous avons retrouvé de la marijuana sur 3 des scènes de crime. Notre producteur, Jeff Shane, est allé parler au journaliste d'investigation James Pilcher, qui se trouvait à Piketon quand l'information a été rendue publique. Bien sûr, dès que ça s'est su, les gens ont commencé à se demander si ça pouvait pas être quelqu'un d'extérieur. Et si c'était une transaction qui avait mal tourné ou des rivaux qui voulaient les éliminer. Dès qu'on a su, il y a eu toutes sortes de rumeurs. Cette théorie du cartel de drogue, ça paraît dingue. Une petite ville comme ça, infiltrée par des barons de la drogue, En plein milieu des Appalaches, dans le sud de l'Ohio. Mais si on apprend que c'est ça, ce serait pas si surprenant.
Il y a déjà eu pas mal d'activités des cartels mexicains dans ce coin de l'Ohio. Ici, dans le comté de Pike, à Scioto, à Ross. Il se trouve même qu'en 2012, des agents de police ont découvert une énorme plantation de cannabis dans le comté de Pike. Cette plantation aurait été liée à un cartel mexicain. Au cours du raid, les forces de l'ordre ont détruit plus de 1200 plants de marijuana et ils ont retrouvé 2 campements qui, semble-t-il, appartenaient à des ressortissants mexicains. Ici, on est en plein sur la route qui remonte depuis le sud de l'Ohio jusqu'à Columbus, la 2e plus grande ville après Cincinnati. Donc, il y a tout le temps du passage. Maintenant, est-ce que les Roden étaient impliqués dans le trafic de stupéfiants? Il y a de quoi soupçonner qu'ils aient fait un peu de deal de marijuana. Les Roden avaient des chiens de garde. Encore une fois, ça casse un peu leur image de Monsieur Tout-le-Monde. Parce que, qu'est-ce qu'ils avaient à cacher? Ils avaient des chiens de garde et des caméras. C'était très sécurisé chez eux et ils voulaient protéger leur propriété. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils cachaient vraiment quelque chose? Pas forcément. Mais ça soulève un certain nombre de questions. Le journaliste Jody Barr a expliqué à Jeff les tenants et les aboutissants de cette fameuse théorie du cartel. Les mois passent et on ne voit toujours pas d'arrestation, pas de procès, aucun suspect clairement identifié. Forcément, on commence à se dire que peut-être, cette histoire de cartel, il pourrait y avoir un truc à creuser. Les tueurs, c'est clair qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. On cherche des signes pour la piste du cartel. Et puis il y a Kenneth Roden, qu'on a retrouvé avec une balle dans la tête et des billets de banque éparpillés partout autour du corps. Est-ce que c'est un signe? Qu'est-ce que ça veut dire? En tant que reporter, on va forcément essayer de tirer une conclusion, ou au moins de trouver une piste, de comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ce corps recouvert de billets? Donc bien sûr, un cartel à ce moment-là, et avec le procureur général qui annonce qu'ils ont retrouvé une plantation de drogue chez eux, ça paraissait logique. La découverte de la plantation des Roden n'a pas seulement compliqué l'enquête et la recherche du coupable, ça a aussi poussé les habitants de Piketon à revoir ce qu'ils pensaient de cette famille. Dès que DeWine et Reader ont annoncé qu'ils avaient trouvé ces plantations, ça a complètement changé l'idée que le public se faisait de ces meurtres, l'empathie qu'ils avaient pour cette famille, et même les dons qu'ils recevaient pour financer l'enterrement. Tout ça s'est arrêté d'un coup. Il y avait une grosse récompense qui avait été promise par Jeff Ruby, un restaurateur de Cincinnati. Et il a tout annulé le jour même. Plus personne ne voulait les soutenir après ce jour-là. Je veux dire, c'était plus 8 innocents. Tout d'un coup, c'était 8 personnes qui étaient potentiellement impliquées dans un réseau de trafic de drogue. C'est comme si les gens avaient arrêté de s'intéresser à l'affaire. Et tout ce soutien que la famille recevait, les gens qui essayaient de résoudre le mystère, de s'occuper des enfants qui avaient survécu, de payer pour les funérailles, tout ça, ça coûte de l'argent. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté, dès que les gens ont entendu cette annonce. Pourtant, les proches de la famille n'ont jamais cru qu'un cartel avait commandité les meurtres. Kendra Roden, c'est la fille de Kenneth Roden. Kenneth était la 8e victime. C'est lui qu'on a retrouvé en dernier. J'ai réussi à obtenir une interview avec Kendra et sa mère. Je suis allé chez elle. Et en fait, pendant cette interview, on a enfin pu voir vraiment à quel point cette famille était soudée. Kendra m'a montré des photos sur son téléphone. Elle avait des photos avec Anna, elle avait des photos avec Chris Jr., elle avait des photos avec Dana. Son père, bien sûr, était sur beaucoup de photos qu'elle avait sur ce téléphone. En fait, ils avaient l'air d'une famille normale. Enfin, il n'y avait rien sur ces photos qui aurait pu laisser penser qu'une semaine plus tard, 8 de ces gens allaient mourir. Non, vraiment, rien qui avait l'air alarmant. Et je suis là, je regarde ces photos, je cherche des indices. Je regarde Kendra qui m'a invité chez elle, j'essaie de trouver un signe. Mais non, rien de tout ça. C'est pour ça que c'est invraisemblable ce qui s'est passé. Parce que quand on regarde les photos, quand on parle à ces gens, c'est vraiment des gens comme tout le monde, une famille américaine banale qui a vu les projecteurs se braquer sur elle quand la terrible nouvelle a été annoncée et que le monde entier a su le drame qui les frappait.
8 personnes assassinées chez elle dans leur sommeil. Les enfants épargnés mais couverts de sang. C'est dur de se dire que ceux qu'on voit sur les photos, les gens dont Kendra m'a raconté l'histoire, c'est les mêmes personnes qui ont été tuées dans leur maison et qui apparemment étaient impliquées dans un trafic de drogue. C'est dur à appréhender. Je veux dire, comment comprendre ce qui s'est passé? C'est tellement déroutant. Mais si ce n'est pas un cartel qui a fait le coup, alors qui? Revenons-en un peu aux Wagner. Est-ce qu'ils auraient pu avoir d'autres mobiles, à part la dispute entre Jake Wagner et Anna Roden pour la garde des enfants? En parlant au journaliste Jeff Winkler, on a découvert qu'il y avait d'autres liens entre les Roden et les Wagner que l'histoire de Anna et de Jake. Bien sûr, les deux familles avaient une petite fille en commun, dont ils se parlaient tout le temps. Mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, on a commencé à comprendre qu'il y avait aussi des pistes qui reliaient Chris Roden Sr. et Bill Wagner. Ils se connaissaient depuis longtemps. Ils étaient amis et ils avaient été associés. C'était des entrepreneurs tous les deux. Ça fait des générations que les deux familles sont établies dans la région. Donc oui, ils avaient des liens familiaux. Ils étaient amis et aussi associés. Leur relation, c'était un mélange de tout ça. Angela Wagner a même dit dans la presse qu'elle était amie de longue date avec Chris Sr. Et son mari aussi. Les Wagner disaient que c'était un de leurs plus proches alliés. Je crois que le but, c'était aussi de faire croire qu'il n'y avait pas d'animosité entre eux et les Roden. Mais ils s'étaient quand même disputés peu de temps avant les meurtres. Mike Allen, avocat et consultant juridique, nous en dit plus. Vers la mi-avril 2016, apparemment, il y a eu une dispute entre Chris Sr. et Billy Wagner. Et d'après les témoins, ça s'est terminé avec Billy disant qu'il allait, je cite, « revenir pour leur régler leur compte à tous ». Personne n'a l'air de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, ou la raison de la dispute. Mais ces deux familles, d'après ce que j'ai vu, c'était pas le genre à hésiter avant d'agir si quelqu'un leur manquait de respect, à eux ou à un autre membre de la famille. Alors, est-ce que tout ça viendrait d'une histoire de business qui aurait mal tourné? Impossible de le dire. Mais il y a une chose que l'on sait. C'est que quand on regarde attentivement le rapport d'autopsie de Chris Sr., on voit que sa mort était très différente de celle des 7 autres victimes. Revoilà James Pilcher, toujours au micro de Jeff. De toutes les scènes de crime, la sienne, c'était la pire. Ouais, c'est lui qui a reçu le plus de balles. Déjà, 9 au total. Peut-être qu'il a essayé de se défendre, ou peut-être que c'était à lui qu'on en voulait le plus, que c'était lui, la cible principale, si on veut. Et puis, ils ont placé le corps dans une certaine position, et ils l'ont même déplacé par rapport à l'endroit où il est tombé. Et c'est pour ça que les enquêteurs pensent que c'était une affaire personnelle. Une source anonyme, proche des Wagner, a raconté à Jeff que, juste avant les meurtres, les tensions entre les Wagner et les Roden avaient atteint un point de non-retour. Je sais que eux, les familles, Anna, les Roden et ma famille, ça se passait mal. Il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de disputes. Mais jamais de la vie, je me suis dit qu'il y avait un rapport. C'est juste trop pour moi. J'ai même pas les mots pour dire ce que ça fait. C'est un peu, enfin, je sais pas comment réagir, en tout cas, là, tout de suite. Je me sens comme déchirée en deux, au fond de moi, parce que je les aime tous tellement. Je m'inquiète pour eux, c'est ma famille. C'est ma famille, donc je peux pas juste leur tourner le dos et dire « t'es un monstre, je veux plus rien avoir à faire avec toi, je ressens plus rien pour toi, j'ai plus d'affection pour toi ». Donc, on dirait que votre relation avec Angela et sa famille, ça a changé. Ça n'a plus jamais été pareil? Oui, à 100%. J'arrivais même pas à y croire. C'était impossible pour moi de réaliser ça. Parce que c'était pas les gens que je connais. Vous voyez ce que je veux dire? Je me serais jamais dit qu'Angela serait capable, ou les garçons. Je les vois pas faire un truc pareil.
Quand on a appris pour l'affaire Rodden, on était tous choqués par la brutalité des meurtres. Mais quand on est arrivé à Piketon, on a eu du mal à se dire que c'était là, dans cette ville, que ces crimes avaient eu lieu. Mais en parlant avec les gens, et en apprenant plus sur la ville, on a découvert que les Rodden n'étaient pas les premiers habitants du coin à se faire assassiner. Vous savez, si on regarde un peu l'histoire de Piketon, il y a pas mal de choses qui se sont passées, où il n'y a pas d'explication, qu'on a mis sous le tapis. Enfin, je sais pas, je veux juste dire que ce qui est arrivé à ces 8-là, c'est pas la seule histoire sordide qui s'est passée dans le coin. Le comté de Pike, c'est magnifique. C'est un coin magnifique. Mais il y a pas mal de gens louches. Et pour une ville aussi petite que la nôtre, il y a eu beaucoup de meurtres ici, qui n'ont jamais été résolus. C'était le 4e épisode du Massacre de Piketon, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Mise en son par Nicolas Mollet, produit avec l'Acme Productions. Avec les voix de Blanche Leleu, Sylvain Sounier, Sophie Fogarassi, Quentin Gouverneur, Cécilia Anseux, Marc Segala et Odja Lorca.